Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, à la une, ouverture des travaux de la session budgétaire à l'Assemblée nationale, une session consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances initiale 2018. Occupation anarchique des emprises publiques, une action tripartite s'engage pour un déguerpissement total et définitif. L'opération implique également les acteurs locaux. Elle a hissé le tricolore national en terre étrangère. Notre consoeur Kadi Touré vient de rafler le prix international pour les droits de l'enfant. C'était à Berlin, la capitale allemande. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Direction l'hémicycle, c'est parti pour les travaux de la session budgétaire. Une session consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances initiale 2018. Les élus du peuple ont 90 jours pour doter le gouvernement d'un budget conséquent. Notre reporter Abdoulaye Ningilande Diallo revient sur la cérémonie d'ouverture. Conformément à la loi organique, le 5 octobre de chaque année marque l'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Les députés ont 90 jours pour examiner et adopter le projet de la loi des finances initiale pour l'année 2018. Une étape qui permet aux élus du peuple d'exercer leur mission de contrôle de l'action du gouvernement en ce qui concerne la perspection et l'utilisation des ressources publiques. La session budgétaire qui s'ouvre aujourd'hui et dont la finalité est l'adoption de la LFI 2018 et la traduction en chiffres du plan national de développement économique et social et du cadre budgétaire à moyen terme. Il s'agit d'un programme ambitieux, susceptible de mobiliser l'apport massif de nos partenaires bi- et bilatéraux, mais dont la réussite repose sur nos vertus, entre autres, de travail, de dépassement de soi, de responsabilité, de meilleure gouvernance et de citoyenneté agissante. Pour le représentant du chef de l'État, cette session se tient dans un contexte socio-économique promoteur. Cela au regard de l'offensive diplomatique amorcée par le gouvernement ces 2 derniers mois. Monsieur le Président de la République est d'avance rassuré de pouvoir compter sur l'engagement et l'esprit patriotique qui commandent le dévouement de chacun et chacune de vous en termes d'assiduité, de ponctualité au sein des différents organes de l'Assemblée. À cet égard, il vous prie d'accepter d'avance ces plus vives félicitations et encouragements dans l'accomplissement de votre noble mission de dépositaire de la souveraineté nationale. Il y a 3 jours, l'Assemblée a tenu son tout premier débat d'orientation budgétaire. Un débat qui a permis à la représentation nationale de connaître les hypothèses de croissance et de porter un regard critique sur les orientations budgétaires et économiques du pays dans un court et moyen terme. Pendant ce temps, les rideaux sont tombés sous les travaux du Forum national sur la vaccination. Durant 2 jours, les professionnels de la santé se sont penchés sur les problèmes qui freinent la vaccination en Guinée. Au final, des stratégies sont proposées comme l'augmentation du budget alloué à la vaccination. Maurice Sidibé pour plus d'informations. Au terme du Forum national sur la vaccination, le document intitulé « Déclaration de Conakry » est remis officiellement à la première dame de la République. Ce document est la synthèse des actions concrètes identifiées et proposées par les spécialistes guinéens et les experts venus du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo, du Tchad, du Sénégal, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Ces experts misent désormais sur l'augmentation du budget alloué à la vaccination, la mise en place des mécanismes de reconnaissance et de motivation, tout comme le monitorage des résultats afin d'apprécier la performance des préfectures et des régions. Pour nous, pays pauvres, qui avons même du mal à avoir une économie en forte croissance, comment accepter qu'on ne puisse pas prévenir certaines maladies ? Rien que la vaccination. Pourquoi il n'y a pas une réelle subvention pour pouvoir vacciner tous les enfants dans nos différents pays? Si les enfants sont en bonne santé, mais demain ils seront des hommes productifs. Le renforcement du cadre législatif à travers l'adoption d'une loi sur la vaccination, la promotion des champions de la vaccination constituent des stratégies pouvant permettre à la Guinée d'atteindre les 80% de couverture vaccinale dans le pays.
Pour y parvenir, l'engagement et la détermination de toutes les couches sociales sont sollicités. À mon tour, il est plus qu'important, c'est un devoir d'être le porte-flambeau des défenseurs des droits des enfants à la vaccination. Je m'engage donc solennellement, sous l'égide de mon époux, le président Alpha Condé, et cela dès aujourd'hui, à être une championne de la vaccination. Il est plus qu'urgent de se mettre en ordre de bataille et de relever le défi, de relever nos couvertures vaccinales au-delà des normes requises. Et cela est possible à condition d'y mettre tous de la volonté et de l'engagement. Le satisfecit championne de la vaccination a été décerné à la première dame de la République. Dans les jours à venir, la présidente de la Fondation Prosmi va rencontrer l'ensemble des acteurs impliqués dans la relance effective de la vaccination de routine pour partager sa vision sur la problématique de protection des enfants et des femmes à travers l'administration des doses vaccinales. En brève imagée, les travaux du 17e Forum économique et international sur l'Afrique ont pris fin hier à Paris. Ils ont porté sur l'engagement des décideurs politiques et autres acteurs économiques à soutenir et financer les investissements allant dans l'industrialisation de l'Afrique. Nous y reviendrons. Occupation anarchique des emprises publiques, le phénomène perdure dans la cité car plusieurs tentatives de déguerpissement se sont soldées par des échecs. Pour y remédier de façon définitive, cette fois-ci, une synergie d'action est mise en place entre les ministères de la Sécurité, de l'administration du territoire et des travaux publics. Mohamed Lamine Camara. Partout à Conakry, le constat révèle que les acteurs publics sont illégalement occupés par des encombrants physiques, ce qui cause souvent des cas d'accident de la circulation et des embouteillages interminables. Face à cette situation récurrente, un plan d'urgence est mis en place en prélude à la tenue des États généraux de la sécurité routière. Avant la phase d'exécution des opérations de déguerpissement, les autorités envisagent des campagnes de sensibilisation des citoyens en vue de libérer les emprises publiques. La chaussée, c'est pour la circulation. La chaussée n'est pas un centre commercial. La chaussée n'est pas un garage pour véhicules. Mais prenez n'importe quelle artère de Conakry, des fils ininterrompus de véhicules jonchent les deux côtés des axes routiers. Des voies 2x2 sont ramenées à des voies simple passage parce que le second passage des deux côtés de la route est déjà devenu un lieu de stationnement de gros camions, d'épaves de véhicules et que sais-je encore. Pour la police, j'ai mis en garde tout policier qui se livrerait à des comportements contraires à la loi, à la réglementation. Ce que nous entreprenons aujourd'hui ne sera pas un feu de paille. Comme j'ai l'habitude de le dire, certains sont en train de se frotter la main pour dire voilà, nous allons rester à la maison un jour, 2 jours et après nous reviendrons parce qu'ils vont être fatigués. Ils ne pourront pas continuer, ça ne sera pas un feu de paille. Nous allons travailler pour pérenniser cette opération dans l'intérêt de tous les Guinéens. Il y a eu trop de morts, il y a eu trop de dégâts matériels. Le président de la République nous a fermement instruit de lancer ce plan d'action d'urgence avant la tenue des États généraux. Pour la réussite de ce plan d'urgence de dégagement des voies publiques, les responsables locaux à tous les niveaux s'engagent de s'impliquer activement dans la sensibilisation de leur population. Nous avons beaucoup de problèmes comme ça. Et si l'État arriverait à nous aider pour remédier à ce problème-là, ça nous encouragerait très bien et que vraiment nous ferons le travail, nous allons faire le travail comme il faut. À l'issue de ce conclave, les autorités font de l'espoir quant à la réussite de cette première étape du plan d'urgence. À propos, voici un communiqué du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Il nous revient de rappeler que par communiqué numéro 1 du 14 septembre 2017, les occupants des voiries urbaines par des baraques, des véhicules et des garages ont été invités à les libérer au plus tard le 30 septembre 2017. Un délai supplémentaire expirant au plus tard le 15
le 15 octobre 2017 leur est accordé pour s'exécuter. Passé ce délai, des dispositions rigoureuses seront prises à l'encontre des contrevenants sans préjudice des poursuites judiciaires. Nous comptons sur l'esprit civique de chacun et de tous. Les autorités à tous les niveaux sont invitées à faciliter l'application du présent communiqué. Signé Dr Ibrahima Kourouma. Bientôt, la mise en place d'un guichet unique pour sécuriser les fonds de dédouanement. Les ministres du Budget, du Commerce et des Transports comprennent les enjeux de cette stratégie. Et une fois créé, ce guichet sera l'une des réformes majeures de la Troisième République. Kernosman Diallo. Une grande nouveauté pourrait bientôt intervenir dans le dédouanement des marchandises en Guinée. Un guichet unique du commerce extérieur est sur le point d'être créé, une plateforme qui va regrouper plusieurs ministères pour faciliter tout le processus de dédouanement. L'idée, c'est de construire ensemble quelque chose qui permettrait à n'importe qui veut importer une marchandise de pouvoir aller par exemple en ligne et de pouvoir faire toutes les procédures administratives et aller par la suite au niveau du compte unique du Trésor pour payer et dédouaner son produit. L'impact va être considérable dans l'amélioration du monde des affaires de la vie des spécialistes. C'est un nouvel outil qui va davantage inciter à investir dans le pays et rendre notamment le port autonome de Conakry plus compétitif et attractif. Juste un exemple, un conteneur qui rentre au port à Conakry pour le dédouaner, il faut au minimum 3 semaines. Figurez-vous bien, avec beaucoup d'intervenants, n'est-ce pas, même pour une simple signature, il faut passer d'un service à un autre. Alors donc maintenant nous voulons faire un peu comme les autres, raccourcir le délai de dédouanement par exemple d'un conteneur. Au lieu que ça soit 3 semaines, pour qu'en une journée vous puissiez sortir vos marchandises. Ça va dans la réduction du temps pour les formalités administratives commerciales et ça va aussi dans la célérité et la transmission de toutes les informations par voie électronique. Mais ce qu'il y a lieu de noter aussi, c'est surtout la facilitation des opérations commerciales. 5 sociétés déjà sélectionnées par le gouvernement vont soumettre différents projets de création de plateformes. Le projet qui sera choisi va être adopté pour moderniser le dédouanement en Guinée et sécuriser les recettes. Et puis, des experts de la Banque mondiale viennent de présenter un rapport au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'évaluation a porté sur l'école des mines de Boké et la faculté de médecine odontostomatologie de Conakry. Le constat de ces experts révèle des besoins d'infrastructures, d'équipements et de formation du personnel. Francis Collier, compte rendu. Le chantier de la qualification du système éducatif guinéen s'ouvre. Des experts de la Banque mondiale multiplient les approches pour un accompagnement plus dynamique des actions sur le terrain. Il s'agit cette fois de l'évaluation des projets de l'école d'excellence des mines de Boké et de la faculté de médecine odontostomatologie de Gamal Abdel Nasser de Conakry. D'identification qui vient sur requête du gouvernement guinéen, voir comment est-ce que le gouvernement guinéen peut participer à un processus régional de sélection de centres d'excellence pour bâtir les compétences pour le développement de l'Afrique. On constate surtout une volonté d'amélioration de l'enseignement supérieur ici en Guinée. On constate aussi le besoin important qui existe. Il y a un déficit de qualité de la formation. Il y a un déficit d'infrastructures et de laboratoires. Et on trouve qu'il faut vraiment améliorer la qualité de la formation pour augmenter l'employabilité des jeunes. Dans cette perspective de mutualisation des compétences sous-régionales, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique voit des opportunités à saisir. Il faut revoir les programmes, il faut revoir le dialogue avec le secteur privé par exemple, pour qu'il y ait adéquation entre formation et emploi, parce qu'après tout les gens doivent être employés, comme il n'y a pas de l'employabilité de nos jeunes. Il faut s'assurer que les programmes de formation répondent à cela, les infrastructures, les équipements, et la Guinée ne peut pas avoir ces centres d'excellence sans avoir ces formateurs de qualité. Pour la réalisation de l'école d'excellence des mines de Boké et de la faculté de médecine odontostomatologie, il faudra bâtir des infrastructures, rendre disponibles les équipements et former le personnel. Ce défi pourra être relevé avec l'appui de la Banque mondiale.
À présent, ce communiqué qui vient de nous parvenir, la Cour constitutionnelle informe l'opinion publique nationale et internationale qu'elle organise le mardi 10 octobre 2017 à 12 heures précises l'audience publique solennelle de prestation de serment d'un commissaire de la Commission électorale nationale indépendante CENI à son siège immeuble Hadjafoulé, quartier Almamia, commune de Kaloum, signé le secrétaire général Cheikh Fantamadi Kondé. Dans l'actualité également, l'exploitation minière doit absolument profiter aux communautés locales. C'est un engagement des autorités du pays, mais cela passe aussi par une culture de la transparence dans l'industrie minière. Pour gagner ce pari, l'ITIE Guinée a lancé la dissémination de ses rapports des 3 dernières années. Une manière d'expliquer aux populations locales l'apport des mines au pays. Un reportage signé Mohamed Alpha Baldi. La promotion de la transparence dans le secteur des mines se renforce. À quelques mois de la prochaine validation du pays, l'ITIE Guinée amorce la dissémination de ses rapports 2013, 14 et 15. L'exercice permet d'informer les communautés du niveau de contribution de l'exploitation minière à l'économie nationale et au développement local. En 2013, le secteur extractif a rapporté environ 300 millions de dollars au pays contre 285 en 2014 et 293 millions de dollars en 2015. Le bien fondé de cette dissémination, c'est pour informer la population, surtout des zones impactées par l'activité minière, quels sont les paiements qui ont été effectués tant au niveau central que local. Pour que, en fin de compte, à partir de l'information, il y ait des plateformes de dialogue, des débats qui puissent orienter ces revenus pour que la gestion des revenus miniers serve au développement du pays. Ça va être une très bonne chose et c'est ça que nous sommes en train d'entraîner dans le sens de la prospérité du pays pour que les gestionnaires des deniers publics puissent avoir la redevabilité. Afria, Bofa et Kindia, responsables locaux et autres acteurs de la société civile, sont largement informés sur les différentes contributions des sociétés minières au projet de développement à la base. En 2015, par exemple, la CBK elle seule a effectué une contribution volontaire estimée à 1 milliard de francs guinéens et un peu plus de 2 milliards de francs guinéens dans la fourchette des versements locaux conventionnels. Non seulement c'est un gage de transparence, mais ça évite la désinformation et ça évite qu'il y ait des mouvements de colère. C'est parce que les gens ne sont pas informés. Quand ils ne sont pas informés, n'importe qui peut venir donner des informations laconiques pour que les gens s'enflamment. Et c'est ça que nous devons éviter tous avec ces genres de présentations, ces genres d'informations. À travers la dissémination de ces rapports, la Guinée exprime ainsi sa volonté de promouvoir la transparence dans les industries extractives et favoriser une meilleure utilisation des revenus générés par les richesses du sous-sol. Et ces foyers améliorés pour quelques familles autour du massif de Fouta Djallon. C'est un don de la FAO à travers le projet de gestion intégrée des ressources naturelles du massif de Fouta Djallon. Un don qui s'inscrit dans la protection de l'environnement de ce château d'eau. Explication Nabi Kamara. Assurer la conservation et la gestion durable des ressources naturelles. Tel est l'objectif du projet de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Fouta Djallon. Un projet qui entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales tributaires du massif. Pour le représentant de la FAO en Guinée, cela n'est possible que quand ces populations elles-mêmes s'impliquent dans la protection de l'environnement. C'est un projet qui a pour objectif la gestion durable des ressources de ces massifs-là, mais également de contribuer au bien-être des populations riveraines, c'est-à-dire les différentes communautés qui vivent autour de ces bassins ou de ces massifs-là. Il a également un objectif environnemental qui consiste à réduire l'impact de la dégradation des terres sur les écosystèmes en mettant en place un cadre juridique et institutionnel qui peut être utilisé au niveau régional.
C'est à ce titre justement que sur le financement du Fonds pour l'environnement mondial, le projet a procédé récemment à la distribution de 600 foyers améliorés mixtes à 600 familles dans ces 6 sites pilotes relevant de Mamou et Labé. Avec ce foyer, on peut préparer, avec 2 fagots ou 3 fagots de bois, on peut préparer le repas de midi et du soir. Donc ça ralentit la coupe du bois au niveau des forêts. Et ça diminue aussi la pénibilité des femmes et des hommes pour aller chercher le bois en brousse. Donc ça préserve l'environnement, ça préserve la forêt. Jusqu'à Fagan Kiniewoula à Tougué, en passant par Bafin Tolo dans Mamou, Labatara Soloya à Farana, Guetoya Bantiel à Pita, Dima Tunturung à Labé, les bénéficiaires de ces foyers ont promis d'accompagner le projet pour sauver les ressources naturelles du massif du Fouta Djallon. Satisfaite pour avoir eu ce foyer parce que ça va aider à réduire l'exploitation du bois, de la forêt. Les enfants iront moins maintenant en brousse pour chercher du bois. Ils m'ont remis ici une foyer améliorée pour diminuer, de couper le bois de la brousse et aussi de me favoriser beaucoup de temps à chercher quelque part pour la dépense de ma famille parce que si la brousse perd, j'aurai beaucoup de temps à faire, mais si le brousse laisse, les animaux vont partir à la brousse. Le projet de gestion intégrée du massif du Fouta Djallon s'étend sur 10 ans. Il a été lancé en 2009 et prendra fin en 2021. Parlons à présent de ce nouveau document sur le système d'information statistique. Il vient d'être présenté au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Destiné aux structures de base, ce document va permettre de préserver les données chiffrées de l'État guinéen. Mais avant, il est en cours d'amendement pour sa validation. Yunus Atawel Kamara. C'est un document de 45 pages intitulé « Système d'information statistique du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ». Il est l'œuvre d'un expert international appuyé de quelques statisticiens locaux. L'initiative vise à collecter des données auprès des structures de base, notamment les gouvernorats, les préfectures, les sous-préfectures et les communes, en vue de mieux coordonner les informations sur les différentes activités menées sur le terrain. Ce document est un document essentiel pour tout département ministériel. Il doit regrouper l'ensemble des informations statistiques du département. Donc, dans le cadre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, il s'agit de présenter l'ensemble des informations statistiques, aussi bien au niveau local qu'au niveau de l'ensemble du pays. En plus du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, plusieurs autres départements sont concernés par ce système d'information statistique. Il s'agit notamment du ministère de la Sécurité, du Plan et celui de la Justice. C'est un appui complémentaire pour renforcer les fonctions statistiques de l'État guinéen. Le département de l'administration du territoire est un annuaire d'information regroupant en tout cas tout ce qu'il peut y avoir comme information sur nos activités, sur nos structures à la base. Le consultant a travaillé avec le ministère de l'administration du territoire, avec les services internes du département. Le diagnostic lui a permis de poser les points forts et les points faibles de chacune des structures de leur système d'information statistique. Pour élaborer un bon document du système d'information statistique, les acteurs des différents services concernés se retrouvent pour apporter des amendements avant sa validation par les autorités compétentes. On en vient maintenant à l'immigration clandestine. La région de l'Abbé se penche sur la problématique. Comment assurer une meilleure réinsertion de ceux qui ont fait un retour volontaire au Bercail? Un programme est lancé à ce sujet. Il est financé à plus de 5 millions d'euros. Valérie Talimane, Sarafidine Diallo. Les autorités de la région administrative de l'Abbé se déploient pour limiter l'immigration clandestine en Guinée. Ces responsables comptent résoudre cette problématique par le développement socio-économique et à travers le projet de renforcement de la gouvernance des migrations, en vue de permettre leur réintégration dans le pays. Nous sommes conscients de ce que chaque jour on nous dit le fils de tel est mort quand il voulait aller en Europe. Nous sommes tous conscients que nous sommes en train de perdre
nos meilleurs fils. C'est pour ça que je salue l'esprit. C'est pour ça aujourd'hui on a un projet dénommé projet de renforcement de la gouvernance migratoire et appui à la réintégration durable des migrants guinéens. Ce projet, lancé au mois d'avril dernier, est une initiative conjointe de l'Organisation internationale pour la migration et du Fonds fiduciaire de l'Union européenne. 6 régions administratives dont la baie ont bénéficié d'un appui à hauteur de 5,3 millions d'euros pour une période de 3 ans. Nous allons au retour mettre en place des structures permettant de sensibiliser les jeunes, de sensibiliser les parents à tous les niveaux, à l'école, dans les familles, afin que les jeunes prennent conscience du danger que comporte le phénomène de migration. Cette rencontre aura permis aux responsables de l'OIM d'inviter l'ensemble des administrateurs présents à renforcer la sensibilisation de la jeunesse afin d'atténuer cette saignée démographique. La réintégration socio-économique se fera en 2 volets. Le premier volet, c'est la réintégration individuelle, que nous n'allons pas mettre beaucoup d'accent. Il s'agit des élèves qui avaient abandonné les cours. Ils sont partis à l'aventure, au retour ils veulent reprendre leur cours, mais ça fait partie. Et aussi il y a eu des retenus qui sont revenus malades. Au terme de cette rencontre, des questions-réponses ont été soulevées. Les représentants des 10 départements partenaires sont tous déterminés à accompagner le comité de pilotage pour empêcher de potentiels candidats à l'exil. Un comité est chargé d'assurer le suivi de l'évaluation et l'orientation stratégique du projet. Transformer le beurre de karité pour garantir sa présence sur le marché international, une trentaine de femmes venues de Dabola, Kouroussa et Dinguiraye apprennent des nouvelles méthodes d'extraction de ce beurre de karité. La formation est pilotée par le projet d'appui aux petites et moyennes entreprises, un projet du ministère de l'Industrie financé par la Banque mondiale. Sanko Mohamed. 25 femmes des préfectures de Dabola, Dinguiraye et Kouroussa apprennent des techniques modernes de transformation du beurre de karité. C'est un des volets de dynamisation des chaînes de valeur des professions libérales dans lesquelles la gente féminine excelle dans les régions guinéennes de la savane. Il est financé par la Banque mondiale à travers le projet d'appui aux petites et moyennes entreprises. La première étape, l'hygiène. Contrôler l'eau, contrôler le feu de cuisson, les machines qui doivent être utilisées, éviter d'utiliser l'aluminium parce que ça laisse la trace sur le beurre de karité, donc qui ne sera pas comestible. 15 modules correspondant aux étapes de la transformation du beurre de karité sont inscrits au programme de la formation, notamment le dépulpage des fruits, le séchage des noix, le décortiquage des noix pour en extraire les amandes, le broyage, l'extraction et le filtrage de l'huile. Les bénéficiaires affirment acquérir des connaissances leur permettant d'être compétitives sur le marché international. Le karité est un arbre du Moyen-Âge qui pousse en Guinée à l'état sauvage. Il dispose des vertus alimentaires, thérapeutiques et cosmétiques, d'où la nécessité de s'intéresser à cette culture et à sa transformation. C'est l'invite du préfet de Kouroussa aux jeunes plutôt enclins aux travaux des mines avec ses risques énormes. Au terme de cette formation, avec la mise à disposition des machines, les femmes de Dabola, Dinguiraye et de Kouroussa pourraient augmenter la qualité et la quantité du beurre made in Guinea et aller à la conquête du marché international très exigeant. La Guinée à l'honneur à Berlin, la capitale allemande. Notre consoeur Kadi Touré vient d'y rafler le prix Ulrich Wilkert pour les droits de l'enfant. C'est à l'issue d'un concours lancé par Plan International à l'intention des 52 pays que couvre l'institution. Le trophée vient d'être présenté à la rédaction du journal télévisé de Koloma. Daouda Tabansilla, Adama Traoré. L'homme, ce n'est pas la taille ni la largeur de la poitrine, mais la valeur qu'il incarne, dit-on. Cette citation définit largement la consoeur Kadi Touré qui vient d'obtenir le prix Ulrich Wilkert pour les droits de l'enfant à Berlin, capitale allemande.
Lors de ce concours, 16 pays ont postulé. 92 sujets sont soumis et après examen, seul le film documentaire Koliantoli ou l'excision à l'épreuve du temps présenté par la Guinéenne Kadi Touré a retenu l'attention du jury, ce qui réjouit largement la récipiendaire. Je suis très heureuse d'avoir remporté ce prix au nom de la Guinée. Ce prix, je le dédie à mon oncle Hassan Abraham Keïta, qui a fait mes premiers pas dans la presse guinéenne. Je le lui dédie parce que aujourd'hui il ne vit pas, mais je sais que l'objectif qui s'était fixé sur ma carrière professionnelle n'est pas totalement atteint, mais est quand même en train de faire un chemin. Diplômé de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia dans la banlieue de Conakry, Kadi Touré, âgé seulement de 28 ans, rêve d'être cité parmi les exemples de femmes journalistes qui ont montré leurs preuves dans ce métier et ce prix en est une parfaite illustration. À suivre le documentaire, l'on retrouve tous les acteurs impliqués dans les mutilations génitales féminines, un sujet devenu très préoccupant aujourd'hui pour les nations qui mesurent l'impact de l'exercice. Présenté en conseil de rédaction de la RTG Coloma, service pour lequel travaille souvent la lauréate, ce prix est une fierté nationale. C'est nous, la RTG, qui sommes vraiment fiers de ce qu'elle nous rapporte, ce prix international, et aussi au-delà, c'est toute la Guinée qui doit être fière d'elle. Donc nous invitons les autres à l'imiter. En tout cas, la RTG l'accompagne et la RTG l'accompagnera. Pour rappel, le prix du journalisme de la Fondation Ulrich Wickert récompense chaque année les meilleurs documentaires et reportages réalisés sur le droit des enfants dans 52 pays couverts par le programme Plan International. Félicitations donc à Kadi Touré. Des innovations dans le cadre de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, avec la création d'un point de lecture à Kipé. Récemment, une mission de la Fondation NCAI a séjourné à Conakry afin d'évaluer les travaux de construction de ce point de lecture. Safiat Kondé, Adama Elsa Traoré. Un peu plus de 3 mois après le premier coup de pelle, ce point de lecture sort de terre à Kipé Dadia, dans la commune de Ratoma. Le centre est financé par la fondation NCA en soutien à l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Un patrimoine culturel qui devrait inciter à la lecture publique et promouvoir le livre dans toute sa dimension. Les travaux sont à 78%, environ 80%. Parce que les gros œuvres sont finis, les cancailles, tout est commandé, l'électricité est faite. Nous avons là le plafonnage qui va commencer demain. Donc ce qui reste pratiquement, c'est l'aménagement de la cour et les revêtements, c'est-à-dire la peinture et le carrelage. Avec une architecture moderne, ce point de lecture, une fois achevé, aura une capacité d'accueil de 30 lecteurs. Une salle polyvalente et un bureau du chef de quartier sont aussi prévus dans le plan de construction. À 80% d'exécution, les travaux devraient s'achever en novembre prochain. C'est vraiment une surprise agréable parce que nous étions ici fin juin pour la pose de la première pierre et les délais vraiment étant très courts, on se posait des questions par rapport à la réalisation. Et c'est un peu notre visite aujourd'hui, c'est faire un état des lieux. Nous savons très bien qu'il y a eu une saison des pluies quand même relativement importante et malgré cela, le constructeur et le producteur a tenu ses engagements. À ce premier geste, l'UNESCO promet son appui entier en équipement. L'initiative fait partie du projet de construction de 25 points de lecture à travers le pays, rien que pour cette année. Un défi pour les acteurs de l'événement mondial du livre. En bref, dans le cadre de la phase de poule des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018, le Sili national senior rencontrera son homologue de la Tunisie en match retour le samedi 7 octobre 2017 au stade du 28 septembre à partir de 16h. Et cette page noire pour boucler ce journal, l'association des anciens footballeurs de Hafia 77 est en deuil. Un des leurs a tiré sa révérence. Il s'agit de Morikone. Il est mort des suites d'une longue maladie. Les salutations d'usage se feront dans sa famille à Dabondi, dans la commune de Matam. La date de l'enterrement fera l'objet d'un autre communiqué. Paix à son âme. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bon week-end et à demain pour d'autres pages d'information.